Bonjour à tous, ravi de vous retrouver ce matin. On parle de cette marque au logo rouge et blanc, une marque ancrée dans votre quotidien. Coca-Cola a pris ce week-end une décision forte, celle de stopper la publicité sur ses réseaux sociaux pendant au moins un mois, officiellement pour faire un point sur sa stratégie en matière de communication. Mais depuis la semaine dernière, une lame de fond en provenance des États-Unis pousse certaines entreprises emblématiques à se démarquer. Objectif, forcer les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Twitter en tête, à modérer davantage et à supprimer les incitations à la haine, notamment raciale. Le patron de Coca n'a pas mâché ses mots, il n'y a pas de place pour le racisme, a-t-il dit. Et il n'est pas le seul. Avant Coca, c'est Unilever, propriétaire des glaces Ben & Jerry's, qui avait décidé de marquer une pause dans ses investissements publicitaires jusqu'à la fin de l'année. The North Face ou Patagonia ont fait exactement le même choix. La semaine dernière, des associations de défense des Noirs américains avaient lancé ce mouvement baptisé Stop Hate for Profit, appelant au boycott des campagnes de pub sur Facebook dès le mois de juillet. Alors ces décisions radicales et courageuses ébranlent Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, mais aussi Jack Dorsey, celui de Twitter. Ils fragilisent à la fois leur modèle économique, mais aussi leur fortune personnelle. On en reparle évidemment tout de suite dans le chiffre du jour avec Olivia. Je voudrais remercier Antoine Frolich qui a spécialement illustré mon propos ce matin pour Smart Up. Pas moins de 4 entrepreneurs ce matin en plateau qui viennent illustrer les mouvements et tendances économiques actuelles. Les smartphones sont au cœur de l'économie circulaire. Certaines entreprises l'ont compris et surfent sur ce marché. Nous sommes en compagnie du patron de Recommerce ce matin. On parlera aussi des ballons de l'entreprise Aérophile qui volent à travers le monde depuis 27 ans. Et enfin du marché de la location de vacances avec la fondatrice de Mikasa S2Casa qui nous expliquera que ces inscriptions ont été multipliées par 10 depuis le confinement. Mais tout de suite, les 4 chiffres qu'il faut retenir, c'est avec vous, Olivia. Bonjour et bienvenue. Bonjour Capucine, bonjour à tous. Et on démarre avec le premier chiffre, 6,15 milliards d'euros. C'est le montant récolté par la Commission européenne pour soutenir la recherche d'un vaccin contre la Covid-19. En association avec Global Citizen, la Commission a parrainé un concert caritatif virtuel ce samedi. Il a réuni des stars de la musique, du cinéma et du sport, comme Coldplay, Miley Cyrus, Jennifer Hudson ou encore Dwayne. La présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, a annoncé avoir obtenu 6,15 milliards d'euros, dont 4,9 milliards de la Banque européenne d'investissement. Et on passe au deuxième chiffre. Un chiffre qui s'inscrit dans votre chronique, Capucine. Voilà une bien mauvaise nouvelle pour Mark Zuckerberg, qui perd plus de 7 milliards de dollars en fortune personnelle en une journée, en raison de la chute de l'action Facebook de 8,3% vendredi dernier, ce qui fait passer le PDG de Facebook à la 4e place sur la liste des personnes les plus riches du monde, derrière Bernard Arnault, Jeff Bezos et Bill Gates. Troisième chiffre, à présent. Alors, une banque nigériane, le FCMB Group, obtient un prêt de 50 millions de dollars d'aide internationale. Le fonds provient d'une branche de prêt privée de la Banque mondiale pour soutenir les entreprises touchées par le Covid-19. À cause du confinement, les entreprises nigérianes ont enregistré de fortes pertes. Le prêt vise à leur fournir de la liquidité pour qu'elles restent viables pendant et après le Covid-19. Et enfin, dernier chiffre, et on parle de conquête de la Lune. Oui, on termine avec ce dernier chiffre, 35 000 dollars. C'est le montant qu'offre la NASA à quiconque capable de concevoir des toilettes qui fonctionneront sur la Lune. L'agence spatiale souhaite renvoyer des astronautes sur la Lune d'ici 2024 et l'équipage devra évidemment se rendre aux toilettes. La façon de faire ses besoins dans l'espace pourrait sembler risible, mais il s'agit d'une problématique tout à fait sérieuse. Ces toilettes devront fonctionner pendant le trajet en l'absence de gravité et ce dans n'importe quelle orientation et à grande vitesse. Des conditions difficiles où tout dysfonctionnement peut se transformer en véritable, vous l'imaginez, cataclysme hygiénique. 35 000 dollars, c'est donc la récompense qui sera attribuée aux meilleures toilettes spatiales. On restera sur ce chiffre. Merci Olivia. Et tout de suite, on enchaîne avec Smart Leader.
Bonjour et bienvenue, Pierre-Étienne Roanat. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation dans Smart Leader. Recommerce est une belle aventure française que vous avez créée avec plusieurs associés il y a une dizaine d'années, qui vous a propulsé dans le Next 40, donc les 40 plus belles jeunes pousses de la French Tech. Votre positionnement depuis 10 ans, c'est l'économie circulaire, puisque vous rachetez, vous reconditionnez et vous revendez des smartphones. Vous affichez une croissance de votre chiffre d'affaires de 30% par an. Finalement, vous apportez la preuve que l'économie circulaire, ce n'est pas une utopie. Non, ça marche. C'est effectivement notre volonté il y a 10 ans, quand on a créé la société, la volonté d'avoir un impact et surtout de lutter contre le gaspillage. Il y a 10 ans, c'était un positionnement plutôt de pionnier et aujourd'hui, ça rentre vraiment en fait dans les usages des consommateurs. Qu'est-ce qui s'est passé en termes justement de chiffre d'affaires entre il y a 10 ans et aujourd'hui? Est-ce que vous voyez vraiment les choses évoluer, changer dans votre sens? Oui, aujourd'hui, en fait, on voit des consommateurs, et renforcés en plus par la crise du Covid, qui sont plus sensibles aux enjeux environnementaux et aussi aux enjeux autour du pouvoir d'achat. Et c'est un petit peu la double proposition du reconditionné, des téléphones qui sont moins chers, mais aussi fonctionnels que du neuf. Et en rachetant du reconditionné, on lutte vraiment contre le gaspillage. Alors, je voudrais qu'on suive vraiment le fil d'un smartphone. Vous dites que vous les rachetez, mais vous les rachetez à qui? Vous les reconditionnez où? Et vous les revendez à qui et où? Notre idée en 2009, c'est que les téléphones restaient dans les tiroirs, alors qu'ils avaient une valeur, ce qu'on ne percevait pas toujours. Et donc, on a développé des systèmes pour les opérateurs pour permettre, au moment où vous achetez un nouveau téléphone, de vous racheter votre ancien téléphone. Et c'est comme ça que ça nous a permis de capter de plus en plus de téléphones. Et aujourd'hui, on en achète 600 000 par an, qu'on va ensuite rapatrier chez les opérateurs. Chez les opérateurs. Voilà. Donc, en marque blanche, pas forcément sous la marque Recommerce, mais on propose ce service aux opérateurs qui leur permet donc de donner du pouvoir d'achat à leurs clients à un moment sensible, le moment du renouvellement du téléphone. Et ensuite, on va récupérer ces téléphones, les tester, les reconditionner, les réparer si besoin, avant de les revendre, et là aussi un petit peu partout, dans la grande distribution, mais aussi sur notre propre site recommerce.com. Alors ce reconditionnement, il se passe où et avec qui? Comment est-ce qu'on reconditionne un téléphone? Alors aujourd'hui, on a plusieurs sous-traitants à l'échelle européenne, puisque Recommerce a grossi depuis 10 ans. Et le premier enjeu, en fait, c'est qu'on va tester le téléphone. On va voir s'il fonctionne bien, si le réseau fonctionne bien, quel est son état cosmétique. Et si jamais, en fait, on détecte le moindre problématique, eh ben, on va intervenir sur le téléphone, on va soit le réparer, soit changer la batterie, puisque, in fine, on le revend avec une garantie de 12 mois environ. Et donc, il faut qu'on soit sûr du niveau de qualité des produits. Alors, votre business model, effectivement, quand vous rachetez les téléphones aux opérateurs, vous les rachetez pour quelques euros, finalement. Donc, ils sont rachetés aux clients entre 9, 10, 15, 20 euros maximum. C'est ce qu'on peut penser, mais cette économie du reconditionné, quand même, en fait, c'est une économie qui est plutôt haut de gamme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en moyenne, on va racheter le téléphone aux environs de 100 euros chez l'opérateur, et en plus, l'opérateur va souvent mettre un bonus. C'est un petit peu comme dans l'automobile, quand vous allez... Il ne rachète pas 100 euros au client, l'opérateur. Alors, en moyenne, si, c'est à peu près la valeur, puisqu'en fait, actuellement, les téléphones qu'on rachète le plus chez les opérateurs, c'est des iPhone 8, donc c'est des iPhones qui sont relativement récents, pour financer l'iPhone X ou autre. Est-ce qu'il y a vraiment une concurrence du recyclé sur le neuf? Comment est-ce que ça se passe, l'arbitrage aujourd'hui? Alors aujourd'hui, en fait, il n'y a que 10% des téléphones qu'on va collecter ou racheter aux clients qui vont finir recyclés, c'est-à-dire détruits afin de revaloriser les matières premières. Dans 90% des cas, on arrive à réparer le téléphone et à le remettre en marché. Est-ce que vous sentez un engouement pour justement se recycler, l'économie circulaire? Quel est le profil de ceux qui achètent sur votre site ou sur les plateformes de distribution? Alors aujourd'hui, effectivement, quand on fait des études, on voit que c'est souvent les 15-35 qui sont aujourd'hui les plus appétents au reconditionné. Mais de manière générale, c'est aujourd'hui tout segment en fait, de la population. Typiquement, la population qui a le plus augmenté cette année en fait, dans nos consommateurs, c'est les baby-boomers en quelque sorte. Et on voit en fait une appétence maintenant assez multiple pour le reconditionner. Quels sont vos objectifs de chiffre d'affaires à horizon 10 ans et surtout le potentiel de croissance de ce marché? Alors en fait, je pense qu'on est qu'au tout début de ce marché. Nous-mêmes, Recommerce, on fait aujourd'hui 70 millions de chiffre d'affaires. L'objectif, c'est de franchir la barre des 100 millions le plus rapidement possible, notamment en fait, en nous développant à l'international, principalement en Europe. Et le potentiel de marché est énorme. En fait, on parle d'un marché d'une vingtaine de milliards au niveau mondial qui fait entre 10 et 20% de croissance chaque année. Donc c'est un marché assez massif. Et là, on parle beaucoup du smartphone, mais c'est vrai pour toute catégorie de produits de plus en plus. Évidemment, c'est un marché massif. Vous l'avez dit, est-ce qu'il est mature?
Aujourd'hui, on n'est pas sur un marché mature. Quand on interroge les Français, c'est à peu près 25% des Français qui ont déjà acheté un produit reconditionné. Donc, on n'est qu'au début. Là où, en fait, on peut s'attendre que dans quelques années, ça devienne un acte de plus en plus systématique. Mais qu'est-ce qui pêche, selon vous? Quels sont les écueils? Parce qu'on est quand même on devrait être en plein dedans, surtout après la crise qu'on vient de traverser. La crise du Covid va indubitablement être un vrai accélérateur pour le reconditionner de manière générale. Mais c'est un secteur, en fait, qui manquait de rassurance, on va dire, au départ, qui était peu connu. Et aujourd'hui, comme c'est un marché qui se professionnalise, avec des acteurs qui proposent de la qualité, qui proposent de la garantie, on est face à des consommateurs qui sont de plus en plus rassurés. Et au regard du gain économique et de la sensibilité pour la protection de l'environnement qui se développe, le secteur, mécaniquement, se développe de plus en plus. Je rebondis sur l'international, puisque vous venez d'en parler. Pourquoi l'international? Pourquoi est-ce que c'est un moteur de croissance pour vous? Dans quel pays est-ce que vous êtes déjà implanté? La Belgique, les Pays-Bas, c'est ça? Oui, tout à fait. En début d'année, on a ouvert 3 pays, donc Belgique, Pays-Bas et Luxembourg. On a lancé la semaine dernière l'Autriche, puis entre-temps, on avait lancé l'Allemagne. Et on a une vraie ambition d'être le principal producteur de smartphones reconditionnés à l'échelle européenne. Et c'est pour ça qu'on a fait une levée de fonds significative il y a 2 ans. Mais il n'y a pas de concurrence dans ces pays-là? Alors aujourd'hui, ils ont besoin de vous? Aujourd'hui, assez peu. Finalement, en fait, les pays qui vont être les plus développés, c'est le Royaume-Uni, l'Allemagne, dans une certaine mesure, la France. Mais la France a quand même été, en fait, le pays le plus avancé, en fait, sur ces problématiques-là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, en fait, on voit des débouchés et des vrais axes de croissance à l'international. Quels sont les leviers de performance d'une entreprise comme la vôtre? Pourquoi est-ce que vous pouvez jouer? Alors aujourd'hui, ce qui va être important pour les consommateurs, c'est le critère de qualité. C'est d'arriver à maîtriser en fait toute la chaîne de reconditionnement du produit et pouvoir proposer un produit à la fois garanti, avec une batterie de qualité, un service client local et réactif. Et donc aujourd'hui, c'est vraiment ce sur quoi on a misé, c'est cette qualité, et ce qui nous a permis notamment d'être distribué par les 4 opérateurs français, principalement au sein de leur boutique ou à minima sur leur site web. L'image d'une entreprise dans un marché aussi concurrentiel, elle est évidemment très importante. Comment expliquez-vous qu'une entreprise comme Back Market, qui elle ne fait que distribuer, mais soit aussi connue, notamment des jeunes, et du coup soit plus connue que vous d'ailleurs sur cette cible des jeunes? Oui, tout à fait. On a un positionnement différent et complémentaire, puisque nous en fait on est producteurs et on a plutôt une stratégie de marque blanche, puisqu'en fait on commercialise sous des marques tierces. Vous reconditionnez et vous commercialisez, alors que Back Market ne fait que commercialiser les produits que vous reconditionnez. Voilà. Mais vous avez justement cet avantage. Pourquoi est-ce que vous êtes moins connu qu'eux? Aujourd'hui, nous, on n'a pas eu la même stratégie d'investissement marketing que Back Market, qui a une vraie ambition et qui investit aujourd'hui de manière très significative en France et à l'international. Ce qui est une très bonne opportunité en fait pour des producteurs comme nous, puisque ça contribue à vraiment développer le secteur. Nous, notre positionnement va être un petit peu différent. Il est celui plutôt d'accompagner les opérateurs dans toute leur stratégie autour de la seconde vie, pour leur permettre de toujours acheter plus et toujours revendre plus. Et comme c'est eux qui prennent la parole, finalement, nous, on les aide à prendre la parole et à se développer sur le sujet. Mais alors, dans ces conditions, on retrouve vos produits donc chez eux, mais aussi à la Fnac, chez Darty, chez Auchan. Est-ce que vous ne devriez pas rester sur votre métier principal, qui est celui du reconditionnement, et les laisser s'approprier ces circuits de distribution? Alors aujourd'hui, Back Market est plutôt en fait un acteur qui est effectivement très présent online. Nous, notre vocation, c'est plutôt d'être présent aussi dans le retail, en fait dans les boutiques physiques. Et c'est là aussi où en fait on est très complémentaires, et on va répondre à des facteurs d'exigence assez différents, à une qualité qui est homogène. Là où sur des marketplaces, aujourd'hui, vous avez énormément de vendeurs, ça peut aller jusqu'à 4 ou 500, et qui ne sont pas toujours français, mais des fois qui peuvent être internationaux et pas forcément avec les mêmes règles et normes de qualité. Vous nouez des partenariats également avec des opérateurs télécoms, ça vous sert à quoi? Ça vous permet de gagner en efficacité? Alors complètement, c'est d'ailleurs pour ça en fait que l'entreprise a grossi très très rapidement, puisqu'adossé aux opérateurs, ça nous apportait une certaine visibilité, une certaine efficacité, puisqu'aujourd'hui chez un opérateur, c'est quasiment chez les meilleurs d'entre eux, c'est jusqu'à 20 à 30% des actes de vente qui intègrent aujourd'hui la reprise d'un ancien téléphone. Et ce qui est vital pour une entreprise comme la nôtre, c'est avant tout d'aller chercher un téléphone dans un tiroir ou dans la poche d'un ancien consommateur pour le reconditionner et le revendre. Et c'est pour ça qu'on a fait ce choix d'être le partenaire des opérateurs. C'est vraiment pour aller capter ces téléphones-là et ensuite les redistribuer. C'est ce qui est fait de plus en plus aujourd'hui. Pierre-Étienne Roanat, est-ce que votre objectif, c'est également d'influencer d'autres secteurs, de pousser
à ce que cette économie circulaire, elle touche d'autres secteurs et que la seconde vie fasse finalement un peu partie intégrante de notre vie à tous. Ouais, et comment faire? Carrément, c'est de toute façon la mission de l'entreprise de faire que le reconditionné et le réemploi deviennent un réflexe des consommateurs. Et aujourd'hui, en fait, on est aidé quand même par un contexte, notamment réglementaire, qui évolue beaucoup. Vous avez entendu parler de la loi sur l'économie circulaire, qui va dans le bon sens. Et nous, on pousse beaucoup et on profite effectivement de notre statut Next 40 pour œuvrer encore plus aux côtés du gouvernement sur une réglementation qui pousse et favorise de plus en plus le réemploi. Et on y croit beaucoup, à la fois sur le smartphone et, comme vous le disiez, sur d'autres catégories de produits qui ont aussi un énorme potentiel. Qui pourraient être lesquels et avec lesquels vous pourriez nouer des partenariats, justement? On peut penser, je sais pas, aux vélos, aux équipements sportifs, à l'électronique, en fait, de manière générale. Donc vous pourriez nouer des partenariats avec des entreprises qui reconditionnent ce type de produit. Tout à fait. Aujourd'hui, en fait, beaucoup de retailers ou d'enseignes en fait, qui veulent rentrer dans l'économie circulaire cherchent à savoir comment il faut le faire. Il se trouve que nous, on a la chance d'être depuis 10 ans dans ce secteur et puis de connaître un peu les choses trappes, les astuces et avons aussi les technologies pour gérer ce métier très spécifique. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on collabore avec énormément d'enseignes pour leur permettre effectivement de développer l'économie circulaire, puisque c'est notre vocation de l'entreprise d'essayer de faire que cette économie émerge. Et c'est aussi une chance pour la France, puisqu'on pense que ça peut créer jusqu'à 200 000 emplois sur les 3 prochaines années, en réindustrialisant en fait, des secteurs à forte valeur ajoutée. Et voilà, donc c'est là... notre engagement. Merci beaucoup. L'économie circulaire n'est plus une utopie et vous le prouvez. Pierre-Étienne Roanat, fondateur et patron de Recommerce, merci beaucoup d'être venu nous voir tout de suite. Smart Tomorrow. Merci beaucoup. Benoît Le Gavrian, patron Europe de Health and Happiness. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, merci d'être avec nous. H&H, c'est comme ça qu'on prononce, et donc un groupe hongkongais qui dessert notamment la marque Good Goût en France. On en reparle avec vous. Et Jérôme Giacomoni, vous êtes patron et fondateur d'Aérophile. Vous restez avec nous. Tout de suite, on parle avec vous, Olivia, dans Smart Tomorrow, d'une invention originale et très utile en temps de Covid-19. Oui, alors nous sommes en avril 2020 en Italie. Le pays durement frappé par la Covid-19 commence à s'ouvrir peu à peu. Lucia Scarampi, une jeune Italienne, décide donc de prendre un billet d'avion Rome-New York pour rejoindre son mari qu'elle n'a pas vu depuis 3 mois. Et elle est très nerveuse à l'idée de prendre l'avion, Lucia, et ça se comprend. Dans ce contexte, sa sœur, Martha, créatrice de mode, a l'idée de créer une combinaison de voyage spéciale Covid-19 pour aider donc sa sœur à atténuer son anxiété. Mais alors ça ressemble à quoi une combinaison spéciale Covid? Eh bien, c'est une combinaison pantalon réalisée dans un tissu en soie, comme un trench coat classique en fait, conçu pour être porté avec ou sans vêtements en dessous. À la taille, aux poignets et aux chevilles, il y a des élastiques qui permettent de bien l'ajuster pour un confort maximal. Et élément indispensable, la capuche pour empêcher que les cheveux se frottent contre les sièges. En fait, c'est une combinaison qui est conçue de telle sorte qu'aucune partie du corps ou des habits en dessous n'entre en contact avec l'extérieur. Et enfin, c'est aussi une combinaison très pratique puisqu'elle est imperméable. Elle peut donc être portée pour sortir de chez soi un soir de pluie ou de neige, même si on n'a pas l'intention de voyager. Mais alors, est-ce qu'elle est commercialisée, Olivia ? Tout à fait, les sœurs considèrent que c'est une solution rassurante pour voyager. L'idée étant de se déplacer dans une tenue qu'on peut retirer immédiatement après, d'ailleurs que ce soit en prenant l'avion, le train ou l'Uber. Et on peut l'acheter où, du coup, cette combinaison ? On peut la trouver sur le site de Martha Scarampi et la collection s'appelle The Deco Travel Collection. Elle coûte environ 360 € et elle est proposée avec un masque et un sac de voyage assorti. Et donc, ça risque de bien marcher, selon vous? Exactement, ça risque de bien marcher, Capucine, car ce sont des combinaisons qui répondent aux préoccupations de sécurité des clientes, tout en étant suffisamment élégantes et à la mode pour s'adapter aux environnements professionnels. Merci beaucoup, Olivia. Tout de suite, on enchaîne avec Smart View. Et
Et on commence avec vous, Jérôme Giacomoni, patron et fondateur d'Aérophile. Alors, en 1993, vous avez l'idée un petit peu folle, on peut le dire, de remettre au goût du jour une innovation qui date de 1878, un ballon captif qui avait été inventé par le français Henri Giffard. Ça donne 27 ans après, c'est bien ça, mes calculs sont bons. Oui, c'est ça. 27 ans après, un chiffre d'affaires de 16 millions d'euros, 150 collaborateurs, 8 ballons en exploitation à travers le monde. Comment a évolué votre business? Parce que vous avez plusieurs branches en plus. Oui, au départ, on était constructeur. On a mis notre premier ballon captif au château de Chantilly. Et puis, au fur et à mesure, on a à la fois construit des ballons et à la fois exploité certains sites. Donc, on a 8 sites dans le monde, 3 aux États-Unis et 4 en France, et 1 au Cambodge, où on a nos propres exploitations. Mais sinon, on les vend globalement. Comment a évolué votre business en 27 ans? Alors, vous avez dû passer par des hauts et des bas quand même. Oui, c'est notre métier. On passe notre temps à monter et à descendre. Donc, il y a eu des hauts et des bas. C'est un domaine qui est fascinant. C'est un domaine passionnant. En fait, notre seule mission, c'est de rendre les gens heureux. C'est de les amuser pendant 5-10 minutes, de les envoyer en l'air, de leur faire découvrir un site exceptionnel, que ce soit Paris, que ce soit Disney World à Orlando, que ce soit Épernay ou encore Los Angeles. Et donc, on a finalement eu la chance de beaucoup voyager, d'en vendre un peu partout. Par exemple, le prochain qu'on va mettre, c'est à Tbilissi, en Géorgie. Vous voyez, ça a été un peu retardé par le Covid. Vous allez plus vite que mes questions. Ah, ça allait venir, mais c'est pas grave. Non. Donc alors, en fait, ma question, c'était pourquoi la Géorgie? Eh ben en fait, c'est un entrepreneur géorgien qui a vu le ballon à Paris, qui a trouvé ça super, qui a volé et qui s'est dit il faut le mettre. Et Tbilissi, c'est une très très belle ville et on va enfin l'avoir de haut. Alors qu'on comprenne bien, il y a certains ballons que vous exploitez, donc il y en a 8 à travers le monde. Et là, c'est donc au Cambodge. Alors, Cambodge, c'est les temples d'Angkor. Angkor, ça c'est extraordinaire. Ça fait combien de temps? Alors, on l'a vendu à des Cambodgiens en 2001 et on a récupéré l'exploitation il y a 2 ans. D'accord. Et c'est une super aventure parce que avoir une PME au Cambodge, c'est très compliqué. Mais c'est passionnant, on a une équipe qui est très motivée, donc c'est une aventure extraordinaire humaine. Et puis aussi, la vue du ballon est dingue parce qu'en fait, j'ai eu la chance de faire monter l'école française d'Extrême-Orient. Vous savez, c'est les scientifiques qui ont découvert les temples du Cambodge à la fin du 19e qui sont encore là. C'est une tradition française. Et donc, ils ont survolé les temples et là, ils m'ont dit, ah tiens, là, il y a ça, là, il y a ça. Finalement, de haut, on découvre le site d'une façon totalement extraordinaire. Évidemment. Donc on a le Cambodge. Alors donc ça, ce sont des ballons qui sont en exploitation et il y a l'autre levier, ce sont les ballons que vous vendez. Voilà. Alors là, vous les vendez à qui? Alors donc là, on a vendu par exemple à la Royal Caribbean Cruise Line parce qu'ils avaient une île sur laquelle ils ont mis un ballon. On a vendu ces ballons au Mexique. On en a vendu 9 à un groupe de centres commerciaux. On a un ballon qui est à Berlin, comme celui de Paris, mais c'est pas nous qui l'exploitons, avec des amis allemands qui survolent la capitale allemande. On a des ballons en Corée, au Japon, en Chine. En Thaïlande, un peu partout. Pourquoi le monde en est aussi friand? Parce qu'en fait, c'est un ballon qui est statique. Moi, j'ai jamais essayé, mais... Quand on voit les images, on peut comprendre. Parce qu'en fait, les gens, quand ils arrivent, ils voient un tout petit câble. Donc, ils se disent, ça fait vraiment peur. Donc, ils montent dans une nacelle, donc ils commencent à avoir une bonne trouille. Ils montent, et là, ils ont la découverte du paysage qui est exceptionnel, sans aucun bruit. Là, ils ont une émotion de beauté incroyable. Ils se sentent vraiment comme sur une terrasse volante. Il n'y a pas un bruit. C'est vraiment, vous êtes à 360. Et après, quand vous redescendez, finalement, comme vous avez franchi une petite peur et qu'en même temps, vous avez eu un sentiment de beauté, eh bien, vous vous retrouvez euphorique. Et ça marche. Ça marche partout dans le monde, que ce soit pour découvrir des paysages, pour que ce soit découvrir des parcs d'attractions. Et donc, et en plus, c'est très écolo, bien sûr, puisqu'on est le seul aéronef électrique au monde. C'est écolo, est-ce que c'est rentable? Alors, c'est comme les magasins, ça dépend où. Toute la question, c'est location. Il y a Encore et à Paris, ça fonctionne? Bien sûr. J'en ai un à Disney World, à Orlando, qui est évidemment le vaisseau amiral, le plus grand parc d'attractions au monde en Floride. J'en ai un au-dessus du zoo de San Diego, où on est au-dessus de la cage des lions. Enfin, pas la cage, l'enclos des lions. On a le jaguar qui court en bas. Et puis, on a aussi en Californie, à Irvine. Irvine, c'est en fait une ville, c'est un peu au sud de Los Angeles, qui est en train de faire le plus grand parc, le Central Park en fait un peu de Los Angeles, qui s'appelle Orange County Great Park. Et là aussi, vous découvrez les montagnes californiennes, c'est magnifique. Alors on est fin juin 2020, on sort d'une crise inédite, 5 de vos 8 ballons ont rouvert. Est-ce que vous avez fait pivoter votre modèle pendant la crise? Alors en fait, on a toujours été, et notamment à Paris, vous savez le ballon de Paris, c'est non seulement un ballon qui permet de découvrir le site, mais c'est aussi un observatoire atmosphérique. Là aussi, c'était ma question d'après. C'était pour vous répondre, parce qu'en fait, on fait pivoter, c'est-à-dire que je pense que les problèmes sanitaires vont devenir
très important. Les gens sont incontournables. Et la qualité de l'air, c'est la 9e cause de mortalité au monde. Donc ça veut dire que le ballon qui est à Paris, c'est un peu un laboratoire d'études de l'air parisien. Voilà, on a un partenariat en fait avec 5 partenaires. Donc on a évidemment la ville de Paris, on a Air Paris qui est là, qui est l'organisme officiel pour vérifier la qualité de l'air sur la région parisienne. On a Generali qui est le partenaire qui finance l'ensemble des expériences scientifiques, et on a le CNRS. Et le CNRS, il y a plusieurs laboratoires du CNRS, et en fait, il faut imaginer que le ballon, comme il n'a pas de moteur, où il ne fait aucune émission, il prend une carotte de l'air. Vous voyez, comme quand on prend des carottes dans l'Antarctique, là, on prend une carotte de l'air de 0 à 300 mètres, et donc on mesure 24 heures sur 24 en temps réel des polluants qu'on ne pourrait pas mesurer autrement. Et donc, il y a eu pas mal de découvertes scientifiques, il y a eu pas mal de publications qui ont été faites, et le ballon, donc, ce fameux ballon Generali, permet, en fait, de mesurer et de mieux comprendre le phénomène qui se passe en basse couche, parce qu'en fait, c'est très dur de les connaître. Soit vous avez des capteurs qui sont vraiment au sol, soit vous avez des capteurs parfois qui sont faits par des avions, il y a quelques campagnes de mesure, mais entre 0 et 300 mètres, c'est là que tout se passe, c'est la marmite de l'air, et donc c'est là où on peut, en fait, grâce au ballon, mieux connaître la qualité de l'air. Et donc, par exemple, il y a un ballon à Terra Botanica à Angers qui a aussi ce type de capteur, et là, à Cracovie, vous savez que Cracovie, c'est dans une plaine qui est très polluée, hein, le bas de la Pologne, la Silésie, est très polluée, et donc Cracovie a voulu et souhaité avoir un ballon de ce type avec ces instruments. Donc là, on va l'installer au mois d'août. 27 ans d'âge et un business model qui continue à évoluer. Qu'est-ce que ça vous évoque ? Écoutez, c'est intéressant d'écouter Jérôme parler de son ambition de rendre les gens plus heureux quand ils voyagent dans ces ballons. C'est un petit peu la nôtre aussi. L'ambition du groupe H&H, qui est, comme vous l'avez dit, Health and Happiness, c'est de rendre les gens plus sains et plus heureux, et de manière un petit peu plus pragmatique. Alors, je vais rappeler un peu H&H. Donc, c'est un groupe hongkongais qui est multimarque, qui a été créé il y a une vingtaine d'années également, et qui est spécialisé dans la santé et le bien-être pour toute la famille. Donc santé et nutrition pour adultes et enfants. Vous avez 3300 collaborateurs répartis à travers le monde. Et ce qui est intéressant, c'est votre bénéfice net. Je ne parle pas du chiffre d'affaires, votre bénéfice net, il est en croissance de presque 20% l'année dernière, en 2019. Vous poussez petit à petit vos pions en France avec des marques à la fois premium et bio. Je pense à Dodi, enfin vous avez 3 marques. Dodi, donc sur la puériculture, Biostime sur le lait, infantile bio made in France, et puis la petite dernière, Good Goût, une marque d'alimentation avec un chiffre d'affaires de 44 millions d'euros. Pourquoi un groupe hongkongais s'intéresse à des marques comme ça, campées en France, à des petites marques françaises ? Écoutez, il y a une relation très forte entre le groupe H&H et la France, parce qu'avant d'être un business, la France est un lieu de production. Et vous mentionniez Biostime, qui est la marque historique du groupe qui a été créée en 1999. Biostime sont des compléments alimentaires, des probiotiques pour enfants, c'est la marque leader d'ailleurs dans le monde, et du lait infantile. Ce lait infantile, il est produit en Normandie, avec la coopérative Isigny Sainte-Mère, avec qui on a un partenariat très poussé depuis plus d'une dizaine d'années, et on est même rentré au capital il y a 5 ou 6 ans. Et donc ce côté made in France du lait infantile est extrêmement important. Et vous savez, le made in France, ça vaut probablement pour les ballons, mais l'industrie laitière française est très connue, et donc notre lait infantile made in France en Chine connaît un vif succès. Donc le lien entre la France et H&H vient d'abord de ce lieu de production. Et puis après, depuis quelques années, c'est devenu un business avec tout d'abord le rachat de la marque Dodi, fin 2016. Le lancement de la marque Biostime en France, c'est un petit peu ironique parce que c'est une marque produite en France, qui a été lancée en France en 2018 et qui est depuis 2020. Donc qui a d'abord été lancée sur le marché chinois et après en France. Exactement. Et après le rachat de Good Goût, c'est ce que vous alliez dire. Mais alors du coup, ça marche mieux où, en France ou en Chine ? Vous l'utilisez comment, cette localité de la marque ? Écoutez, déjà, ça marche bien dans les 2 endroits, parce qu'on a des très bonnes performances en Chine, et puis après 1 an et demi après notre lancement en France, on est depuis le mois de janvier 2020 leader du lait bio en pharmacie. Et si vous voulez, on utilise la localité de la marque et le Made in France de manière différente. En France, on va beaucoup s'appuyer sur la coopérative Isigny Sainte-Mère, dont vous connaissez probablement les beurres, les crèmes ou les fromages. Le logo est sur notre packaging, et ce Made in Normandie, cette localité, on l'utilise avec eux. En Chine, c'est un petit peu différent. On parle moins d'Isigny Sainte-Mère qui est moins connu, mais on parle du Made in France et de la Normandie. On a beaucoup de communication sur la Normandie, ses paysages, ses vaches, ses troupeaux. Comment est-ce qu'on markete la Normandie et un village français au fin fond de la Chine ? Écoutez, on le markete de manière assez simple. On utilise la beauté de cette région et le terroir qui est fantastique pour l'industrie laitière en Normandie. Et vous avez notamment une pub avec un ambassadeur qui est un acteur très connu en Chine, qui est à Isigny Sainte-Mère, dans les prairies des exploitations
production agricole et qui explique le terroir de la Normandie et tous les bénéfices de son lait. Et les Chinois, ils plébiscitent le premium et le Made in France à tout prix. Quel est leur regard sur ce marché-là, justement? Alors, écoutez, moi, je ne suis pas le plus grand expert de notre business Chine, parce que je m'occupe de l'Europe, mais le Made in France fonctionne très bien sur beaucoup de produits. Enfin, l'industrie française en bénéficie dans plein de secteurs. C'est valable dans l'agroalimentaire. Et la France a une image dans l'industrie laitière qui est magnifique dans le monde entier et dont on se sert pour le lait infantile, qui est produit en Normandie et commercialisé notamment en Chine. Alors, je le disais au début de cette interview, vous avez racheté récemment la marque Good Goût, qui est une petite pépite pour vous parce qu'elle réalise déjà 50% de votre chiffre d'affaires en France. Quel est le potentiel de croissance de cette marque? Comment la faire encore davantage exploser? Et pourquoi le bio connaît, selon vous, un engouement aussi important? Alors, Good Goût, c'est une marque formidable qui a été créée en 2010 et qui a été rachetée en 2018. Alors, je tiens d'abord à préciser que nous, on attache beaucoup d'importance à la localité de nos marques. Et donc, cette marque, elle est toujours gérée un petit peu à part, comme une start-up. Et donc, pour creuser le sujet Good Goût, je vous inviterai à vous rapprocher de sa brillante directrice générale qui s'appelle Pascale Laborde. Mais pour répondre quand même à votre question, la marque aujourd'hui fait la moitié du chiffre d'affaires de H&H en France et a été développée notamment avec des gros investissements pour développer la distribution avec plus de collaborateurs commerciaux. Un ambassadeur de poids qui est Kylian Mbappé, qui n'est pas à présenter, et puis le lancement de la marque en Chine l'année dernière, donc il y a beaucoup d'actualités. Comment ça se passe en Chine, justement, une marque bio en Chine sur ce créneau-là? Comment se passent les premiers pas? Alors, encore une fois, il faudra vous rapprocher de Good Goût qui pourra vous en dire plus, mais ça se passe bien. Déjà, un ambassadeur comme Kylian Mbappé, c'est un étendard formidable. Et puis, le bio fonctionne très bien en Chine, ainsi que le Made in France, pour les mêmes raisons que celles que je vous évoquais pour le lait infantile. Et vous me parliez du bio. Le bio, c'est une tendance de consommation qui est très forte. En ce moment, on le voit d'ailleurs avec la crise qu'on est en train de terminer, en tout cas je l'espère. Quand on a débuté la crise du coronavirus, le lait infantile bio en pharmacie, la catégorie était à plus 50% par rapport à l'année dernière, ce qui est évidemment très important. Et puis en sortant de cette crise, en tout cas en sortant du pic de la crise, la catégorie est à plus 60%. Donc ça s'est encore accéléré parce que les consommateurs... ça renforce la prise de conscience des consommateurs sur les produits qu'ils achètent, qu'ils consomment, et spécialement les produits qu'ils donnent à leurs enfants, sur lesquels les parents sont évidemment de plus en plus attentifs. Et le bio, du coup, est en plein essor. Et pourtant, crise égale pouvoir d'achat un peu amoindri, donc on ne se rue pas forcément sur le bio. C'est assez paradoxal. C'est probablement paradoxal, mais d'un autre côté, les parents... les jeunes parents, par définition, sont de plus en plus attentifs à ce qu'ils donnent à leurs enfants. Et donc, le bio connaît un essor depuis plusieurs années qui ne se dément pas, crise ou pas crise. C'est-à-dire que dans les arbitrages qui sont faits par les foyers, ils ne sont généralement pas faits sur l'alimentation des enfants. Quels sont les enseignements de la crise qu'on vient de vivre sur un groupe comme le vôtre, notamment en Europe ? Écoutez, les enseignements, déjà nous on est très fiers d'avoir pu maintenir toute notre équipe en bonne santé, en respectant toutes les règles sanitaires. Notre chaîne logistique a tenu et notre business model sort renforcé parce que nos marques qui sont très locales, qui sont bio pour la plupart d'entre elles, sont en ligne avec les tendances de ce que cherchent nos consommateurs. Donc on a plutôt le sentiment d'opérer sur les bons marchés, tout en étant évidemment très modeste parce que les mois qui s'annoncent devant nous sont un peu incertains. Jérôme, Hong Kong et le marché chinois, on n'en a pas parlé, ce sont des marchés qui vous attirent? Ah oui, on a vendu plusieurs ballons en Chine. Alors où sont-ils? Voilà, alors on a vendu un ballon à Hangzhou. C'est une ville qui est à côté de Shanghai. On a vendu un ballon à Shaoxing, une autre ville à côté de Shanghai. On a vendu un ballon sur l'île de Boao, qui est une grosse île au sud, pas très loin de Taïwan. Et là, on a vendu aussi un aérobar, parce que ça on n'a pas parlé, mais c'est un autre produit qu'on a, à Dalian. Dalian, c'est une ville au nord de la Chine, pas loin de la Corée. Donc on a le marché chinois est important, et là on est en train de signer un contrat pour un nouveau ballon. Donc c'est vrai que la Chine, pour nous, est un marché important. Et Hong Kong? À Hong Kong, on a vendu un ballon à un parc qui s'appelle Ocean Park, qui est très connu, c'est le plus grand parc d'attractions chinois, enfin de Hong Kong en tout cas. Alors, puisque vous parlez des parcs, vous êtes très présent dans les parcs et vous en avez créé votre propre parc dans lequel... Qu'est-ce qu'on peut faire dans ce parc alors? Alors on a créé le parc du Petit Prince, en fait c'était un rêve d'enfant. Qui est en Alsace. Qui est en Alsace, qui est entre Colmar et Mulhouse. Et c'est un rêve d'enfant. En fait, on a repris un site qui était en déshérence et on l'a complètement retransformé. Et si vous voulez, on est deux associés. Pour nous, un parc, c'est comme un film où l'acteur, c'est la famille. Donc nous, on est un peu les metteurs en scène. Et Le Petit Prince, c'est quand même l'œuvre de langue française la plus connue au monde. Vous parliez justement de l'importance de la France à l'étranger. Il y a un musée du Petit Prince au Japon, par exemple.
Donc c'est vraiment quelque chose de très fort. Et donc on s'est dit, en fait c'est des valeurs, hein, Le Petit Prince c'est des valeurs, c'est un livre qu'on peut lire à différents âges, on le lit différemment. Alors quelle place pour votre ballon au sein du parc d'attractions? Attendez, vous vous souvenez, vous avez vu Le Petit Prince? Bien sûr. Il y a les ballons planètes. C'est vrai. Il y a la planète du roi, donc c'est le ballon. J'ai le ballon planète du roi, j'ai le ballon planète de l'allumeur qui s'allume et qui s'éteint, donc c'est des ballons, et j'ai l'aérobar du buveur. Donc voilà, on a recréé l'univers, et en fait, il se trouve que cet endroit, en 1492, il y a eu une météorite qui est tombée, c'est la fameuse météorite d'Ensisheim, qui s'appelle la pierre de tonnerre, et c'était la première fois que les hommes se sont intéressés à un objet céleste. Et du coup, le parc est dessiné comme l'impact de la météorite, et quel bel endroit pour le Petit Prince de revenir, lui-même qui vient d'une astéroïde, sur un endroit où il y a une météorite. Revenons aux chiffres, est-ce que c'est un relais de croissance, ces parcs d'attractions? Est-ce que vous pourriez en ouvrir d'autres? C'est un travail de fou. On a un hôtel, 6 restaurants, on monte à 200 collaborateurs en été, et on a enfin trouvé l'équilibre au bout de 5 ans. Mais par contre, on a d'énormes projets de développement parce que le thème est beau, parce que le site est magnifique. Et donc, oui, c'est un relais de croissance. C'est finalement un métier un peu parallèle au métier plus traditionnel qu'on a d'équiper des sites touristiques avec les ballons ou les aérobars. Mais c'est vrai que ça fait partie... En tout cas, c'est quelque chose qu'on adore. On a des renards, on a des pigeons. Il y a un spectacle de pigeons qui est incroyable. Donc, en fait, on s'amuse beaucoup et c'est le but. Merci beaucoup Jérôme Giacomoni, PDG et fondateur d'Aérofil, Benoît Le Gavrian, patron Europe de Health and Happiness. Merci beaucoup d'être venu nous voir. On passe tout de suite aux 2 dernières séquences de Smart Up et on marque une petite pause. Et on enchaîne avec les 2 dernières séquences de Smart Up, avec là encore des histoires d'entrepreneurs. Smart Fresh, d'abord avec vous, Jean-Jacques Manceau. Bonjour. Bonjour, vous êtes donc rédacteur en chef de Forbes et on parlera location de vacances juste après. Avec vous, Marie-Caroline Edenrek, vous êtes la fondatrice de Mikasa et Stoukasa. Vous restez avec nous. Jean-Jacques Manceau, vous nous parlez aujourd'hui d'entrepreneurs qui se sont lancés dans le vin en plein Paris. Alors pourquoi cette histoire? Pourquoi est-ce qu'elle vous a intéressé? Déjà, moi, je trouve incroyable, c'est que c'est une des conséquences positives du réchauffement climatique. On va faire du vin à Paris, et on en faisait déjà à Montmartre. On en faisait déjà dans ces fameuses vignes à Montmartre. Voilà, mais c'était des vignes associatives, c'était de la piquette, et c'était, enfin, je vais pas dire ça, mais c'était très, très anecdotique. Symbolique. Là, j'ai découvert des jeunes qui ne venaient pas, pour une fois, d'écoles de commerce. Alors là, ils venaient d'écoles de commerce, mais assez classiquement, dans les écoles de commerce, on crée des startups. Et moi, quand ils m'ont parlé de leur projet, je pensais qu'ils voulaient juste, un petit peu, entre guillemets, disrupter le marché du vin en proposant des vins sur une plateforme. Et en fait, ils m'ont dit, non, mais nous, on fait du vin à Paris. J'ai dit, ah bon? Et donc, ils m'ont fait visiter leur winery à Montreuil. Donc, ils fabriquent du vin. Qu'est-ce que ça se passe alors? Ça se passe. Alors, d'abord, ils ont commencé par acheter des vins dans les autres régions de France, en Languedoc, en Bordeaux. Et puis, ils ont assemblé des vins parce qu'ils ont des profils très, très œnologues, très, très viticulteurs, viniculteurs. Et donc, ils ont commencé par assembler des vins dans leur winery à Montreuil. Et puis après, j'ai dit, bon, c'est bien, vous faites des vins à Montreuil. Et on dit, mais non, mais on a aussi une vigne. Donc, on est allé dans les Yvelines. Et là, c'est là que j'ai vu qu'ils avaient je ne sais pas combien d'hectares de vignobles qui poussent très bien. Les élus locaux leur ont donné des terrains pour faire le plus grand vignoble professionnel de la région parisienne. Parce qu'il ne faut pas oublier que la région parisienne est historiquement une région qui produisait plus de vin qu'à Bordeaux avant la grande épidémie de phylloxéra. Donc, c'était une région traditionnellement de vin. D'ailleurs, il y a des endroits comme Chanteloup-les-Vignes qui rappellent cette histoire du vignoble parisien. Et puis après, la révolution industrielle a fait que les terrains, on les a utilisés pour autre chose, pour faire de l'industrie plutôt que de la vigne. Et donc, eux, ils ont recréé un vignoble dans le domaine à côté de Versailles, qui s'appelle d'ailleurs le bois de Versailles. Non, ça s'appelle, je sais plus. Enfin bref, dans la plaine du château de Versailles. Ils ont beaucoup de vignes. Et puis, truc encore un plus exceptionnel, ils ont vinifié leur vin au premier étage de la Tour Eiffel. Donc, en fait, ils ont tout bon sur tous les symboles de Paris. Ils produisent un vignoble, ils ont une winery où ils font des assemblages, et ils ont fait leur assemblage au premier étage de la Tour Eiffel, c'était avant le confinement, et ils vendent leur vin aujourd'hui dans des enseignes comme Monoprix et autres. Ça s'appelle comment? Ça s'appelait la Winery Parisienne, et là ils viennent de changer de nom, je pense, parce qu'au départ ils s'étaient un peu inspirés des wineries américaines, les californiennes, vous savez, dans la Napa Valley, des endroits où on fait beaucoup participer, des endroits expérientiels où on fait beaucoup participer les clients. Maintenant ça s'appelle Paris Maison de Vin, mais bon, moi je leur souhaite... C'est un peu plus classique. Voilà. Merci beaucoup d'être venu nous raconter cette aventure passionnante. Jolie histoire. Jean-Jacques Manceau, rédacteur en chef de
de Forbes. On passe à vous, Marie-Caroline Edenrec. Ce sont souvent les aventures entrepreneuriales les plus sincères qui sont les plus efficaces. Alors vous créez en 2017, un peu par hasard, voire complètement par hasard, un site internet qui s'appelle un groupe Facebook. C'est même pas une entreprise qui met en relation propriétaires et locataires. Ce groupe Facebook plus cette entreprise rencontre un succès non pas immédiat mais très solide. Comment est-ce que ça s'est passé? Vous allez peut-être nous raconter l'histoire. Et comment est-ce que vous expliquez, vous en arriviez à venir grignoter des parts de marché à un leader comme Airbnb? Eh ben alors l'histoire elle est assez marrante effectivement parce qu'elle n'est pas du tout partie d'une idée professionnelle mais complètement personnelle. J'étais expatriée en Colombie. Et vous répondiez à un besoin personnel, c'est peut-être ça le... Je répondais à un besoin personnel, absolument. J'ai acheté une maison de vacances parce que j'étais expatriée depuis longtemps. J'achète une maison au Cap Ferret et je me dis que quand même j'habite loin, ça serait pas mal de la louer quand je suis pas là, mais j'avais aucune confiance dans les sites existants. Je me sentais pas de louer à n'importe qui, notamment parce que j'ai les photos de mes enfants au mur, parce que c'était ma petite maison à moi et que voilà, je me sentais pas forcément confiance. Donc je me suis dit que j'allais lancer un groupe Facebook avec mes amis et les amis de mes amis qui eux-mêmes pourraient partager leur maison. Et puis en fait, ça a grandi. Et voilà, pour aujourd'hui, on n'est pas loin de 40 000 membres. Donc voilà, c'est devenu un vrai projet professionnel. Donc, pour avoir le droit de louer une maison ou de regarder votre catalogue de maisons, il faut donc être membre, vous employez ce mot. Ouais. Ce sont des membres, ce ne sont pas des clients, contrairement à Abritel, Airbnb & Co. Non, alors comment ça marche? Alors en fait, c'est ça le nerf de la guerre. Exactement. En fait, pour rentrer sur Micasa et Stocasa, il faut avoir un parrain. Donc la seule chose qu'on demande, c'est que chaque membre qui parraine quelqu'un soit sûr de la personne qui va parrainer, qu'il soit prêt à lui prêter lui-même sa maison, c'est ce qu'on demande. Une fois qu'on est parrainé, on a effectivement la possibilité de déposer son offre sur notre site internet, gratuitement avec une photo, et après on paye pour des options de visibilité. Et si on est juste locataire, tout est gratuit. Alors, votre business model, justement, comment est-ce que vous vous rémunérez? Alors, on se rémunère avec ces options. En fait, c'est un système freemium assez classique, comme on peut retrouver sur Le Bon Coin, par exemple. Et puis, parallèlement... Ça, c'est assez nouveau, hein, Alors, en tout cas, nous, ça fait 1 an que, effectivement, depuis 1 an, on se rémunère. Au départ, c'était vraiment juste un groupe Facebook, donc il n'y avait pas d'intention de monétiser. Et puis, ça m'a pris quand même de plus en plus de temps. J'ai lâché le boulot que j'avais avant pour faire ça. Donc, on a monétisé comme ça. Et puis là, on lance, dans les jours qui arrivent, une nouvelle offre qui va permettre de proposer tous les services qu'il y a autour de la maison de vacances. Donc, c'est-à-dire des loueurs de vélos, des loueurs de linge, loueurs de bateaux, babysitting, enfin tout ce qu'on peut trouver autour de maisons de vacances. Alors la confiance, vous l'avez prononcé, ce mot, elle est primordiale aujourd'hui, que ce soit dans la location de vacances, la garde d'enfants, la location de voitures. C'est ce qui explique le succès de certains sites. Je pense à Gens de Confiance, par exemple. Mais cette confiance, elle ne se fabrique pas, elle ne se décrète pas. Comment est-ce que vous allez la conserver ? Alors, tout simplement, on reste très, très attentif aux gens qui rentrent. Il est hors de question d'accueillir qui que ce soit qui n'est pas parrainé, donc c'est déjà la première chose. Et on a confiance dans nos membres qui se sont auto-baptisés les Micasiens. Eux-mêmes, ils croient vraiment en cet esprit de confiance et donc ils parrainent pas n'importe qui. Donc on reste très vigilant. Évidemment, plus on grandit, plus on peut penser qu'on peut perdre cette confiance, mais non. Parce que l'idée, c'est que les propriétaires et les locataires restent en contact direct, et à partir du moment où ils se parlent, ils ont leur numéro de téléphone, ils ont leur mail direct. Donc très concrètement, c'est des relations très simples, et donc qui impliquent naturellement de la confiance. Et c'est pour ça que Airbnb ou Abritel, on ne peut pas avoir les numéros de téléphone ou les mails. Donc c'est pour ça que ça étouffe cette confiance, selon vous ? Je pense qu'en tout cas, ça met un écran entre les propriétaires et les locataires, et nous, on ne veut pas être un écran, on veut être un liant, on participe à cet échange entre les deux. Ouais. Quand vous parlez de tiers de confiance, vous êtes aussi dans le règlement des litiges, par exemple, qu'il peut y avoir entre des locataires et des propriétaires? Alors, on fait de la médiation là-dessus. On en a eu très peu pour l'instant. Depuis 3 ans d'existence, on a eu des petits problèmes vraiment de petites choses, de rideaux pas occultants, enfin de choses vraiment minimales. Mais oui, on est là pour jouer aussi un rôle de médiateur. Et on a très à cœur la relation client, donc d'être vraiment aussi au centre de la relation. Absolument. Quels sont les effets du confinement et de la crise sur votre activité à l'heure où la majorité des Français se rabattent sur la France? Ils ne veulent pas séjourner dans les hôtels. Qu'est-ce que vous avez observé? Alors nous, les annonces d'Édouard Philippe, à chaque fois, ont eu un énorme rebond sur notre activité. D'abord en nombre de personnes parrainées, mais surtout en nombre d'échanges entre locataires et propriétaires. C'est-à-dire qu'on est passé de à peu près 25 demandes, enfin 25 échanges
de locataires qui demandaient des maisons à des propriétaires par jour. Et aujourd'hui, on est plutôt sur une moyenne de 500-600 par jour. Les gens se sont rués sur les maisons. Ce qu'on a noté aussi, c'est qu'il n'y a plus que la période du 1er au 15 août cette année qui a fonctionné. Les gens ont voulu partir assez vite et donc les maisons se sont louées aussi en juin, en juillet, ce qui était beaucoup moins le cas l'année dernière. Et évidemment, tous les gens qui avaient prévu des vacances à l'étranger ont privilégié les maisons en France. Comment est-ce que vous avez fait face à cet afflux de nouvelles maisons, de nouveaux membres ? En fait, assez naturellement, on a travaillé un peu plus et voilà. Est-ce que vous comptez limiter le nombre de membres ? Est-ce que vous avez conscience que peut-être que la clé est là, justement ? Alors, je crois pas qu'il faut... À 100 000, à 200 000 membres, vous pourrez soutenir le... Oui, je pense qu'on pourra soutenir si on a une équipe derrière qui continue d'être vigilante et qui continue de modérer tout ce qui se passe. Le groupe Facebook, pour nous, continue à être un outil hyper important, mais on ne veut pas que ça devienne un endroit de débat, un endroit où les gens... je sais pas, se lâchent. Nous, notre idée, c'est vraiment de rester dans un esprit de convivialité. Donc pour ça, on va avoir besoin d'embaucher des gens pour garder cet esprit de convivialité et pour gérer... et pour modérer un petit peu. Exactement. Vous êtes présent sur plus de 1000 destinations. Quelles sont celles qui fonctionnent le mieux ? Et est-ce que vous avez l'intention d'aller peut-être vous développer, d'aller justement dénicher de nouvelles maisons ? Absolument. Alors on est très présent dans le sud-ouest parce que historiquement la première maison était au Cap Ferret. Donc le sud-ouest, on est très présent. On est de plus en plus présent dans le sud-est, autour de Marseille, en Provence. Ça c'est super. Et puis on a pas mal de maisons en Italie, en Espagne, et on commence à avoir un gros réseau belge. Eux, ils ont plutôt des maisons dans le sud de la France. Donc voilà. Mais on a l'intention de développer l'année prochaine en 4 langues notre site. Donc, ce qui est important, c'est d'aller les chercher, les petites pépites que les gens vont s'arracher, et pas d'attendre qu'on vous propose des maisons qui ne correspondent Absolument, pas mais ça, aux attentes. la joie du bouche à oreille et des personnes qui nous recommandent. L'idée, c'est que les gens qui mettent leur maison sur Micasa, ils la mettent pas forcément ailleurs. C'est pas des gens qui ont acheté des biens pour la location, c'est des gens c'est leur maison de famille, leur maison de vacances, et qui vont la louer quelques semaines, ce qui va permettre de payer les charges, ce qui va permettre d'entretenir la maison. Donc c'est des gens qui vont se dire, j'osais pas avant, mais là je vais le faire. Et alors, vous disiez tout à l'heure que vous étiez un petit peu dans le monde des expatriés. Est-ce que c'est un marché, ça, les expatriés qui pourraient mettre en location leur maison ? Et deuxième question un peu parallèle, est-ce que vous louez aussi des appartements en ville ? Alors, on loue des maisons à Londres. On a un gros marché sur les expats français à Londres. Et pour rebondir sur les expatriés, évidemment que ça a été mon premier cercle, parce que ça fait 11 ans que je suis partie de France, et qu'il y a beaucoup d'expatriés français qui ont des biens en France, qui sont vides les 3/4 de l'année. Mais de la même manière, ils ne veulent pas non plus la louer à l'année, parce que quand on est dans des pays un peu compliqués, comme par exemple l'Afrique, où moi j'ai été pas mal, on a besoin de savoir qu'on pourra récupérer sa maison s'il y a un problème. Donc ils la louent assez peu, et ils ne veulent pas la louer à n'importe qui. Donc oui, il y a un gros marché auprès des expats. Absolument. Alors, les expatriés, les appartements, les locations dans le sud-ouest, ça fait beaucoup de leviers de croissance. Est-ce que vous l'avez chiffré ? Est-ce que vous avez des objectifs de croissance de votre chiffre d'affaires ? Alors, on a fait une levée de fonds, une petite levée de fonds auprès d'ailleurs des membres de Micasa, donc mais qui n'était pas du tout une campagne crowdfunding. Il y avait quand même un ticket d'entrée un peu élevé. Et l'idée, oui, effectivement, c'est vraiment de se développer notamment par cette histoire de service et à l'étranger. On veut surtout pas rentrer dans un modèle de commission de transaction dans la transaction. Donc il va falloir qu'on trouve exactement le modèle Airbnb ou Abritel. Exactement. Nous, on veut pas être face à eux en fait. Enfin, ils ont leur marché, ils sont très doués et on n'a pas l'ambition d'aller directement face à eux avec le même modèle. Donc l'idée, c'est de passer par un autre biais, et on pense aussi que le fait de prendre une commission, c'est toujours cette histoire d'écran entre locataires et propriétaires. Et nous, c'est pas notre vision des choses. Marie-Caroline Edenreck, merci beaucoup, fondatrice de Micasa et Stucasa. Merci beaucoup d'être venue nous parler de votre entreprise. Jean-Jacques Manceau, on se retrouve la semaine prochaine. Merci. Je laisse la main tout de suite à Aurélie Planex qui interviewait son patron vendredi et dont nous avons extrait le meilleur. On se retrouve évidemment demain matin et je vous souhaite une très belle journée. Et oui, Capucine, dans Bismart, nous avons reçu Christophe Levif, c'est le président de Becoming, un groupe de communication très engagé en faveur de l'entrepreneuriat. Il est venu nous raconter tout ça, écoutez. J'ai lu que vous disiez que votre but, en fait, c'était d'aider à améliorer la vie des gens chez Becoming. Alors, comment ça se traduit au quotidien, dans le concret de ce que vous faites de vos activités ? Enfin, plus exactement, c'est d'aider les marques
à améliorer la vie des gens, parce que c'est déjà un beau challenge, déjà pas mal. Et ce serait sans doute un trop gros challenge que de vouloir aider directement les gens. Comment on le fait ? Simplement, on croit déjà dans la valeur des marques. On pense qu'elles ont plus que jamais une raison d'être, une raison d'exister. Il faut juste qu'elles aient aussi de l'action, il faut qu'elles aient de l'épaisseur et il faut qu'elles puissent, pour être des marques qui comptent vraiment dans la vie des gens, il faut qu'elles soient utiles profondément. Et donc si on n'a pas... Il n'y a plus de place pour la futilité aujourd'hui alors ? Je pense pas. Je pense qu'il y en a plus depuis longtemps, mais ça s'est pas trop vu encore. L'heure est vraiment à la profondeur, l'heure est à l'authenticité, l'heure est à l'utilité. Si on était resté qu'un groupe de communication comme il y en a plein d'autres, on s'intéresserait à la partie superficielle, à l'extérieur de ce qui se voit pour la marque. Et en ayant notamment notre écurie de jeunes entrepreneurs, 120 jeunes entrepreneurs dans nos rangs, on s'intéresse à ce qui se passe sous le capot des marques, à ce qui se passe vraiment sous le moteur, dans le moteur, et on essaye d'intervenir en amont le plus possible pour inventer des nouveaux services, pour offrir des nouvelles solutions, pour proposer des nouvelles idées aux consommateurs, aux collaborateurs, pour que la marque, au fil de l'eau, elle puisse être davantage utile et qu'elle s'inscrive vraiment dans une relation qui, au final, c'est un de nos KPI forts, fasse monter un compteur qui est celui du nombre de personnes dont on a amélioré la vie grâce à une marque à côté de laquelle on aura été. C'est dans vos KPI, ça ? Ouais. Mais comment ça se mesure ? Ça se mesure parce qu'aujourd'hui, on a amélioré sur ces dernières années la vie de plus de 5 millions de personnes. On les appelle des B-commerce. Ces personnes, on les connaît, on est en relation avec eux. Ces personnes, ça a été un moment des collaborateurs d'une entreprise, ça peut être un moment des producteurs dans une collective ou dans une verticale du fruit et légumes. Ça peut être des consommateurs. Nos B-commerce, ils peuvent avoir 8 ans comme ils peuvent en avoir 82. Voilà, on a aujourd'hui une base de données avec laquelle on est en relation, des gens qui reconnaissent qu'à un moment donné, une marque a aidé à améliorer leur vie et qui sont prêts aujourd'hui à renvoyer une forme d'ascenseur, à amener une contribution au fait de renvoyer l'appareil et d'aider cette marque ou une autre marque à améliorer la vie d'autres personnes. Et ça a vraiment du sens pour nous et c'est pour ça que tous les matins, je peux vous dire qu'on se lève avec la patate parce que voilà, on est vraiment utile à quelque chose de très important et de noble. Avec quel type de marque est-ce que vous travaillez là pour qu'on comprenne bien ? On travaille avec des entreprises dans lesquelles il y a 2 collaborateurs parce qu'elles ont été créées il y a 5 minutes et puis d'autres qui sont des champions du monde de notre économie en France ou en Belgique dans lesquelles il peut y avoir 160 000 collaborateurs. On travaille dans tous les secteurs d'activité, on n'est pas spécialisé dans l'un d'entre eux. On a pas mal. Mais c'est facile ça d'avoir une vision très transversale ? De pouvoir faire aussi bien du sport que de l'agroalimentaire par exemple ? Ouais, parce que notre rôle, c'est aussi d'aller chercher les talents qu'on a dans le groupe ou qu'on va chercher à l'extérieur du groupe quand on a besoin d'une expertise, d'une compétence particulière. On n'est pas incollable. Vous savez, si on a aussi décidé de développer notre modèle avec nos B-commerce, c'est que même en étant 460 aujourd'hui, on considère que voilà, on n'est pas exhaustif et qu'on n'a pas la capacité de résoudre tous les problèmes. Et donc, on a besoin d'être des millions de personnes pour mener cette cause, pour honorer notre mission. Et donc, c'est pour ça qu'on élargit le spectre et qu'on est en mode plateforme. On est un écosystème qui va bien au-delà de notre propre organisation juridique. Moi, je voudrais qu'on s'arrête un instant sur votre écurie d'entrepreneurs, parce que c'est quand même ce qui m'a interpellé le plus chez vous, je dois dire. À quoi elle sert cette écurie d'entrepreneurs ? Vous me dites que vous avez 120 entrepreneurs qui aujourd'hui travaillent avec vous, mais comment ça se passe ? C'est un projet qui a démarré en 2017. Le point de départ de ce projet, c'est de prendre le contre-pied du conseil à 2 niveaux. Le premier, c'est que quelqu'un qui fait du conseil, c'est quelqu'un qui a une raison d'être quand il s'agit de répéter des choses qui ont déjà été faites. Ouais. J'ai besoin de changer mon système d'information, je vais aller chercher quelqu'un qui a déjà fait 50 fois ça et qui va venir le faire pour la 51e fois chez nous. Nous, c'est pas notre rôle. Notre rôle, c'est d'amener de la nouveauté, de l'innovation. Et c'est de le faire avec notre génétique d'entrepreneurs. Et des entrepreneurs, ça ne délivre pas des moyens ou des conseils, ça délivre des faits et ça délivre des résultats et des solutions concrètes. Et donc, on a décidé de partir sur ce modèle aussi parce qu'on s'est dit, on va faire confiance on va use, becoming with you, ce qui est le nom de l'entreprise, les users,
c'est à la fois youth, c'est à la fois jouvence, et puis c'est jeunesse. Et donc, on prend le contre-pied des cheveux gris que moi j'ai de plus en plus, parce qu'on a besoin de donner le pouvoir à cette jeune génération qui est vraiment connectée dans l'air de son temps, et les sujets d'anticipation, les sujets d'avenir, les sujets sur lesquels on peut... Mais c'est des gens qui ont leur boîte à côté. Hein. Tout à fait. C'est des jeunes entrepreneurs, ils ont moins de 35 ans, ils ont créé leur entreprise il y a quelques mois ou il y a plusieurs années. Ils consacrent une partie de leur temps à Youth, pas plus de 25%. Ils fonctionnent par bande, à 4 généralement. Ils constituent une sorte d'entrepreneur à temps plein. Et nos clients, ils nous achètent des shots entrepreneuriaux. Vous voyez, c'est des petits verres, normalement d'alcool. Là, on met de l'entrepreneuriat à l'intérieur. Ça dure 40 ou 50 jours. C'est en mode commando et ça délivre des résultats qui donnent des ailes aux projets, aux marques, aux entreprises. Pour changer, pour rattraper du retard sur un projet ou pour créer des nouveaux business, des relais de croissance, pour créer des nouvelles activités, des nouveaux services.